Aujourd'hui, je me suis installé à la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou, dans le centre de Paris, pour vous parler des grandes évolutions démographiques. Alors, ces évolutions sont un outil central pour la prospective, que ce soit pour les questions politiques, mais aussi économiques et sociales. Donc, je vais appliquer à 3 régions du monde ces évolutions pour bien anticiper les changements qui vont se produire et tenter de percevoir les risques d'instabilité. Voici une carte du monde sur laquelle nous avons regroupé les pays en plusieurs grandes régions. Procédons à un petit exercice cartographique, c'est-à-dire une anamorphose, qui attribue à chaque région une superficie proportionnelle à son poids démographique. Voici ce que donnerait le planisphère en 1950, puis reprenons cette même carte, toujours en anamorphose, cette fois projetée en 2030. Eh bien, les déformations obtenues traduisent bien l'importance démographique grandissante de l'Asie par rapport aux Amériques et à l'Europe. Maintenant, je vous propose de décomposer cette animation pour mieux comprendre. En 1950, la population mondiale s'élève à 2,5 milliards d'habitants. L'Asie rassemble à elle seule à peu près la moitié de la population mondiale. L'Europe, ensuite, où vit alors 17,6% de l'humanité, et même 21,7% si on ajoute la Russie. On voit le poids démographique faible des Amériques, qui ne réunissent que 13,4% de la population mondiale. Même chose pour le continent africain d'ailleurs, où la transition démographique n'a pas encore commencé, ou encore pour le Moyen-Orient et l'Asie centrale, faiblement peuplés, et enfin l'Océanie, qui ne représente que 0,5% de la population mondiale. Avançons maintenant dans le temps pour regarder la même carte en 2030. La population mondiale s'élèvera alors à 8,4 milliards d'habitants, soit une hausse de 234% depuis 1950. C'est une probabilité. Ces chiffres ne sont pas des prédictions, mais des projections calculées à partir de la population actuelle du monde sur un scénario médian venant des Nations Unies. Eh bien, à l'échelle globale, on voit que la croissance démographique touche plus les pays en développement que les pays de l'OCDE, dont les indices de fécondité baissent très nettement. Et dans le détail, on voit que la part de la population de l'Asie de l'Est et du Nord a diminué, alors que celle de l'Asie du Sud ne cesse de croître. À elles seules, elles vont former un tiers de la population mondiale. Autre grand changement de l'équilibre à souligner, c'est celui qui lie l'Europe et l'Afrique. Les deux continents réunis continuent de représenter un petit peu plus du quart de la population mondiale, mais on a un basculement total de leur rapport démographique. Les chiffres exprimés sont en proportion de la population mondiale. Eh bien, ces transformations démographiques ont des traductions économiques, sociales, politiques tout à fait directes que l'on va comprendre en prenant 3 exemples dans le monde, en commençant par l'exemple du déclin démographique de l'Europe. Voici une carte montrant l'évolution démographique des régions européennes entre 2010 et 2030. Les régions où la population devrait s'accroître de plus de 10%, comme au sud de l'Espagne et de la France, en Irlande, dans le sud du Royaume-Uni. On voit aussi les régions où la population sera assez stable, variant entre 0 et 10% d'augmentation, comme dans le centre de la France ou la moitié nord de l'Italie. Enfin, les régions où la population devrait diminuer, en Allemagne, au sud de l'Italie, au nord-est de la France et dans la plupart des pays situés à l'est de l'Europe. Cette carte soulève évidemment des questions sur le dynamisme de sociétés en déclin démographique. Elle traduit 3 tendances, puisqu'on a soit des taux de natalité très bas, comme dans les pays baltes par exemple, soit une émigration importante, comme en Pologne, soit les deux, comme en Roumanie, en Bulgarie ou dans l'est de l'Allemagne. Pour affiner le diagnostic, regardons la pyramide des âges dans l'Union européenne à 27 en 2010. En bas de la pyramide, les classes d'âge de moins de 15 ans, ensuite la population en âge de travailler entre 15 et 64 ans, les retraités entre 65 et 79 ans, et enfin les personnes très âgées, de 80 ans et plus, c'est la classe d'âge qui augmente le plus rapidement en Europe. Maintenant, de 2010, projetons cette pyramide des âges à 2030. La part des plus de 65 ans représente près du quart de la population européenne. On y trouve notamment les derniers nés de la génération des baby-boomers. Alors cette pyramide nous aide à comprendre comment le non-remplacement des générations peut amener la population européenne à diminuer. Et là, les risques de tensions économiques et sociales sont nombreux. Il y a d'abord la question du financement des retraites, la question du poids économique des dépenses de santé liées au vieillissement, à la dépendance. Il y a aussi
un problème de perte de main-d'œuvre avec le départ à la retraite des baby-boomers. Il faut savoir que l'Europe est le seul continent où la population en âge de travailler va diminuer d'ici 2050 si cette baisse n'est pas compensée par l'immigration. Voilà donc un premier exemple qui montre bien comment l'outil démographique est un bon outil pour l'anticipation des problèmes. Deuxième cas de figure très différent, la Chine. C'est le premier pays du monde en importance de population, on le sait, mais celle-ci est-elle encore en progression? Voici une courbe qui montre l'évolution de la population chinoise de 1950 à 2050. On peut y voir à la fois sa très forte croissance jusqu'en 2030. D'après les projections de l'ONU à partir de 2010, la population chinoise pourrait alors atteindre entre 1,3 et 1,5 milliard d'habitants, c'est-à-dire près de 3 fois la population de 1950. Mais à partir de 2030, on repère une inversion de la courbe, indiquant que la population chinoise pourrait se stabiliser et même commencer à décroître. Maintenant, si on segmente cette courbe par classe d'âge, on voit une classe des moins de 15 ans, globalement assez stable, entre 1950 et 2050, les 15-64 ans, c'est-à-dire la population en âge de travailler, on voit la très forte augmentation de 1975 à aujourd'hui, puis sa lente diminution, c'est la conséquence de la politique de l'enfant unique. Les 65-79 ans, dont le nombre double entre 2010 et 2050, et enfin la classe d'âge de 80 ans et plus, qui compte aujourd'hui 19 millions de personnes, mais qui pourrait dépasser 100 millions de personnes en 2050. À partir de là, que peut-on anticiper? Déjà, la Chine pourrait perdre l'avantage comparatif dont elle bénéficie aujourd'hui, qui est sa main-d'œuvre abondante. La population en âge de travailler diminue progressivement au sein de la population chinoise. Deuxièmement, le vieillissement rapide pose le problème de la prise en charge des plus âgés. Si on compte encore 9 personnes en âge de travailler pour une de plus de 65 ans en 2010, on n'en comptera plus que 2,5 en 2050. Or, il faut savoir que la Chine ne dispose pas d'un système de retraite par répartition généralisée. C'est aux familles de prendre en charge leurs aînés. Donc, si Pékin n'adopte pas une politique du vieillissement ajustée à cette évolution démographique, chaque couple devra bientôt prendre en charge au même moment ses enfants, mais aussi ses parents retraités, et parfois même ses grands-parents, puisque leur nombre augmente avec l'allongement de la durée de la vie. On assisterait alors à la rupture du contrat social sur lequel s'appuie en partie la stabilité du régime chinois. Eh bien, pour le dire autrement, la Chine sera probablement vieille avant d'être riche. Dernier exemple, le Pakistan, un pays dont la démographie explose, ce qui pose d'autres problèmes et d'autres types de tensions sociales. En 1950, la population du Pakistan s'élève à un peu plus de 41 millions d'habitants, soit 1,6% de la population mondiale. En 2010, le Pakistan compte près de 185 millions d'habitants, soit à peu près 2,7% de la population mondiale. Et en 2030, le Pakistan devrait rassembler près de 266 millions d'habitants, ce qui fera 3,2% de la population mondiale. Eh bien, la question qui se pose dès aujourd'hui est celle des ressources nécessaires pour permettre le développement d'une population en si forte croissance. Parce que le Pakistan accumule les handicaps économiques et les retards de développement. Le pays est au 6e rang mondial par sa population, mais il est au 26e rang de par son PIB en parité de pouvoir d'achat, ce qui bien sûr limite les capacités d'investissement. L'un des handicaps du pays, c'est justement l'insuffisance des infrastructures. Le pays ne décolle pas vraiment économiquement, il n'offre pas des emplois, des logements à une population jeune et en augmentation rapide. Et cela accroît le risque de réactions sociales et politiques. Les retards de développement sont nombreux. Malnutrition, problèmes d'accès aux soins, à l'éducation des femmes, des filles, analphabétisme. Voilà donc un bref portrait démographique du Pakistan. Mais il y a aussi le contexte dans lequel se trouve ce pays. Il est situé dans une région géopolitiquement instable, avec l'Afghanistan à l'ouest, le Cachemire à l'est, et le pays est politiquement divisé entre provinces et territoires. Eh bien, c'est donc l'addition de toutes ces raisons internes, externes, démographiques, qui conduisent certains démographes à considérer le Pakistan comme un pays où le risque de tensions sociales et géopolitiques devrait plutôt augmenter dans les 2 prochaines décennies.
Si on réfléchit à l'avenir de l'Europe, et en particulier à des pays comme l'Allemagne et la France, les évolutions démographiques nous indiquent que la population européenne sera de plus en plus vieille. Et cela peut très bien conduire à des conflits d'intérêts entre générations. Parce qu'à partir du moment où plus de trois quarts des votants auront plus de 50 ans, cela entraîne des choix budgétaires qui sont difficiles pour les pouvoirs publics, qui peuvent être conduits à construire plus de maisons de retraite que de crèches ou d'écoles. Donc la démographie nous aide à bien anticiper les problèmes et éventuellement leurs solutions. Parce que les révolutions politiques et sociales que l'on connaît dans le monde arabe et au Proche-Orient, elles ont été finalement anticipées non pas par les stratèges, les politologues ou les économistes, mais bien par les démographes. Alors, vous pouvez lire l'Atlas géodémographique commenté dans la revue Population et Avenir. Vous pouvez lire aussi le livre d'Edgar Morin qui s'appelle La Voix, qui est consacré à une étude sur l'avenir de l'humanité. Évidemment, cela fait réfléchir et c'est édité chez Fayard. Je voulais vous signaler aussi deux recommandations plus pratiques. Un fond de cartes et de documents pour l'élève. C'est des documents de travail pour remplir des cartes destinées aux enseignants pour la 5e. Et puis, à l'Institut national d'études démographiques, vous trouverez sur leur site une base de données interactive qui concerne la population mondiale. Je voulais vous dire aussi que le site du dessous des cartes a été renouvelé et je vous invite évidemment à aller le visiter.